Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Les universités françaises tirent la sonnette d'alarme. Une grande partie d'entre elles font face à d'importants problèmes financiers. Nous irons à Bordeaux pour prendre le pouls et comprendre la situation. Dans un contexte international plus que tendu, l'armée française doit se tenir prête à intervenir à n'importe quel moment. À Calvi, en Corse, des militaires ont participé à un exercice grandeur nature au cœur des ruelles de la ville, avec des images impressionnantes à surtout ne pas manquer dans ce journal. Et puis également, nous rencontrerons Zozo, ce Vosgien aux origines réunionnaises, qui fabrique lui-même son rhum arrangé. Il nous livrera ses secrets de fabrication dans un portrait savoureux. Enfin, nous découvrirons en fin de journal une réplique tout à fait insolite du van de Scooby-Doo, la Mystery Machine. En Ariège, un passionné a rénové entièrement son véhicule pour rendre hommage au célèbre dessin animé. Je vous le disais dans les titres, les universités françaises tirent la sonnette d'alarme. La raison, une grande partie d'entre elles sont déficitaires à la fin de l'année à cause notamment de l'augmentation des charges du personnel et des coûts énergétiques également. Explication à Bordeaux avec ce reportage de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Regardez. 54 000 étudiants, 22 campus et 90 structures de recherche. L'Université de Bordeaux, symbole de la formation et de la recherche en Nouvelle-Aquitaine, doit faire face à une montagne de difficultés. À l'approche de la fin d'année, elle est déficitaire de 8 millions d'euros. Ça veut dire que très clairement, la première chose que seront amenées à faire les universités, et dont l'Université de Bordeaux, quand elles sont en situation de déficit, c'est de réduire les investissements, notamment les investissements qui sont nécessaires à la rénovation de nos campus, la rénovation énergétique. Et si la situation ne se redresse pas, si la contrainte budgétaire perdure, ça sera de supprimer des postes de fonctionnaires, des postes d'enseignants-chercheurs. Même constat à l'Université Bordeaux-Montaigne. Conséquence de la hausse de la masse salariale et de l'explosion du coût de l'énergie, son président fait face à une augmentation des charges, plus 4 millions d'euros en 2 ans, pour un budget d'un peu plus de 100 millions d'euros. Aujourd'hui, on met en danger l'avenir de la jeunesse, dont on connaît la précarité, et on met en danger effectivement l'avenir de la nation, puisque les investissements qu'on fait dans la recherche et l'enseignement aujourd'hui, c'est le fonctionnement et la santé, la capacité à innover du pays demain. Malgré la crainte des universités pour leur offre de formation, Philippe Baptiste, le ministre de l'Enseignement supérieur, préfère rester optimiste et se félicite même d'un budget en augmentation. Moi, je suis d'un naturel serein, donc oui, je suis serein au sens, je pense qu'on a les moyens de faire fonctionner des établissements. Est-ce qu'on pourrait imaginer faire mieux avec plus d'argent? La réponse est oui, évidemment. On est dans un budget qui est contraint, je pense qu'on doit être responsable, mais à côté de ça, il y a des budgets qui progressent et il n'y a quand même pas beaucoup de ministères qui voient leur budget progresser aujourd'hui. Un budget qui progresse alors que les charges augmentent selon les universités. Des coûts supplémentaires imposés par l'État mais qui ne sont pas compensés. En France, cet été, les autorités ont recensé une augmentation de 14% des noyades. Un chiffre inquiétant dont une majorité concerne les enfants, selon un rapport de Santé publique France. Les plus jeunes doivent être mieux accompagnés, grâce notamment au plan « Comme un poisson dans l'eau », c'est son nom, qui leur apprend à nager en toute sécurité. Un reportage à Chaumont de Puissance Télévisions, Célia Richard. Cette semaine à Chaumont, l'eau n'est plus un obstacle, mais un terrain de jeu pour 10 jeunes. Le centre aquatique Palestra a accueilli l'opération nationale Comme un poisson dans l'eau. Chaque jour, pendant 45 minutes, les enfants âgés entre 6 et 12 ans ont découvert les joies de l'eau tout en apprenant à nager en sécurité. Depuis 5 ans, Chaumont participe au mouvement en partenariat avec le Secours populaire pour offrir aux enfants un accès à l'apprentissage de la natation. C'est surtout pour permettre aux enfants de mieux appréhender l'eau. D'accord ? Parce que là, nous avons 2 ou 3 cas où ce sont les enfants qui savent à peu près nager, mais qui ont peur de se noyer. Et donc, cette formation va leur permettre de pouvoir s'acclimater avec l'eau un peu plus facilement. Encadrés par une maître nageuse diplômée, les enfants ont suivi différents ateliers toute la semaine, plonger, flotter ou encore nager. Tout a été étudié. Le premier jour, on a travaillé sur mettre la tête sous l'eau, aller explorer le fond du bassin, donc descendre à une perche, se laisser remonter sans faire de mouvement pour qu'ils comprennent qu'ils flottent. Et après, on a travaillé sur l'alignement, je m'allonge sur le ventre, sur le dos. Il y a des enfants lundi qui rentraient à peine dans l'eau, qui ne mettaient pas la tête sous l'eau.
Et là, ils ont tous réussi le premier test. À la fin de la semaine, chaque participant a reçu son passe nautique et pour certains leur diplôme de maîtrise de la nage, récompensant les efforts et progrès réalisés. Pour le secours populaire et les équipes du centre aquatique, cette action est aussi un outil de prévention. Et puis toujours sur ce sujet de la sécurité des baignades, le pays manque cruellement de maîtres nageurs sauveteurs. Des formations sont donc organisées pour pallier cette pénurie. Exemple à Saint-Étienne, où des jeunes apprennent les gestes de secours en bassin aquatique. Écoutons la formatrice et des jeunes sauveteurs au micro de TL7, la chaîne de la Loire. On leur apprend tout ce qu'ils auront à faire à l'examen, donc c'est-à-dire les apnées, les prises de dégagement. Il y aura aussi du travail avec palme, masque et tuba. Et la tenue essentielle aussi du maître nageur quand on est en tenue de travail, donc habillé, d'être capable d'aller chercher une victime et de la sortir. C'est toujours bien de l'avoir, d'avoir un diplôme ou quoi, ou même plus tard, dès que j'aurai 18 ans, de partir en saison, aller m'amuser en saison et faire maître nageuse en saison et tout ça. La formation pour aller en mer, elle est encore différente. Et du coup, j'aimerais bien par la suite passer aussi celle-ci. C'est un peu différent, c'est un peu plus intéressant, je trouve. Mais après, dans tous les cas, on est obligé de passer par une formation un peu de base comme celle-ci pour connaître les gestes de premier secours. Tout autre chose maintenant, le climat international est plus que tendu ces derniers mois. La menace militaire plane et oblige notre armée à s'entraîner davantage. C'est là tout le but de l'exercice Vent d'automne, auquel ont participé 750 légionnaires de la base de Calvi en Corse. Écoutons son commandant qui nous explique cet exercice militaire d'envergure au micro de Télépaésé sur place. Cet exercice qu'on a conduit depuis maintenant quasiment 2 semaines, c'est l'exercice Vent d'automne. C'est un exercice interarmes, interarmées, qui regroupait sur le terrain quasiment 750 légionnaires et parachutistes, et puis plus de 120 véhicules. Il a également regroupé un avion et puis des hélicoptères de la Marine nationale qui nous ont permis cette nuit de pouvoir mettre en place nos troupes autour de Calvi, là où se termine cet exercice aujourd'hui. C'était un rendez-vous majeur pour le régiment. C'est un exercice qui a permis d'entraîner le poste de commandement, de huiler les procédures et puis d'entraîner nos hommes dans un entraînement qui s'est voulu dur, parce que très réaliste, et puis dans la durée, parce que 12 jours, ça nécessite forcément une bonne forme physique et une bonne force morale pour tenir avec des conditions météo qui ont été compliquées. Et puis cette semaine, dans notre série Les bienfaits du territoire, l'élaboration du champagne est un assemblage de détails pour créer un produit d'exception. Avec le chef de cave de la maison Moët & Chandon, Benoît Gouez, nous avons appris les différentes étapes de fabrication dans les précédentes éditions. Et direction maintenant dans les sous-sols pour y découvrir les 28 km de cave de la maison et y apprendre le remuage manuel. Des images exclusives de Christophe Rigaud à Épernay. Regardez. Le parcours du champagne se poursuit désormais dans les caves, qui servent à la seconde fermentation et au vieillissement du champagne. Chez Moët & Chandon, c'est un labyrinthe de plus de 28 km que l'on trouve sous terre. On considère que les caves ont pu être creusées environ 1720. On sait parfaitement qu'on a fini les 28 km pendant les années autour de 1905. Au détour d'une galerie, voici la réserve des grands millésimes. C'est une réserve qu'on a préservée depuis l'année 1869. On a aujourd'hui 77 millésimes qui ont été gardés ici. Aujourd'hui, la bouteille la plus ancienne qu'on puisse observer ici dans la réserve des grands millésimes, c'est des bouteilles de 1892. Aujourd'hui, Guillaume va procéder au remuage des bouteilles, une nouvelle étape dans l'élaboration du champagne. Le remuage a pour but de rassembler le dépôt dans le goulot de la bouteille, un procédé qui consiste à tourner progressivement chaque bouteille de 1/8 ou d'un quart de tour. C'est très précis, c'est vraiment en regardant nos vins qu'on va savoir si on doit remuer tout de suite en quart ou si on doit repasser des fois sur des 8e. C'est vraiment notre dépôt à l'intérieur qui va nous guider. Après le remuage, intervient une nouvelle étape importante pour le champagne, le dégorgement. Un procédé qui permet d'éliminer le dépôt concentré dans le col de la bouteille. Pour certaines cuvées d'exception, on pratique le dégorgement manuel à la volée. On va amener notre bulle, qu'on peut apercevoir ici, on va l'amener délicatement au niveau de notre dépôt et c'est là qu'on va dégorger avec notre geste ancestral. Je retire la grappe délicatement pour ne pas casser le col. Ensuite, je vais décoller un petit peu mon bouchon.
geste très technique qui se transmet de génération en génération. Ça a été inventé en Champagne. Et en fait, on se relaie. Moi, c'est un ancien qui m'a montré à dégorger, donc il avait 40 ans de maison. Et vraiment, grâce à lui, j'ai appris vraiment le geste très précis sur tout type de flacon. Épernay est définitivement ancré dans l'ADN du champagne. Mais alors, comment concilier la tradition ancestrale tout en continuant de s'adapter au goût des consommateurs présents aux quatre coins du monde? Écoutons sur ce sujet Sybille Scherer, la PDG de Moët & Chandon, au micro du Grand JT des Territoires. Quelqu'un en Amérique latine peut avoir une préférence gustative différente de quelqu'un en Asie. Nous sommes très ancrés dans la région de la Champagne. Notre maison, c'est Épernay. Notre maison, c'est le Champagne. Et c'est vraiment important pour nous. Nous en tirons beaucoup de force. Mais ensuite, bien sûr, nous devons le faire connaître dans le monde entier. Et je pense qu'il s'agit toujours de trouver ce bon équilibre entre honorer d'où nous venons, honorer la nature, honorer ce que la nature nous donne, en prendre soin et en même temps être ouvert au monde, être ouvert à de nouveaux consommateurs et à ce qu'ils recherchent. C'est précisément trouver cet équilibre et ce pont pour rester pertinent à l'avenir. Tout à fait autre chose dans ce journal. Dans une société qui se numérise dans tous les domaines, les communautés religieuses doivent également suivre le pas. À Thionville, en Moselle, le curé a donné une nouvelle impulsion à sa paroisse et à ses fidèles qui sont désormais connectés grâce à une application. Un reportage de Moselle TV, Florent Arnold. Depuis fin août 2025, la paroisse de Thionville se numérise. L'abbé 2.0 Stéphane Cam a décidé de promouvoir l'application Au Clocher. Elle permet d'informer sur les offices et les événements communautaires, mais plus qu'un simple bulletin paroissial dématérialisé, on se croirait presque sur un réseau social. Là, Marie-Josée, elle a publié une demande d'aide. J'ai acheté l'ordinateur proposé à la paroisse. J'ai des problèmes pour m'en servir, une personne peut-elle m'aider ? Et puis on a une personne qui apparemment se propose d'aller l'aider. En fait, ça augmente aussi la vie paroissiale et la fraternité entre les gens. Ce qui est bien, c'est que c'est pas seulement le curé qui envoie l'information, c'est aussi les paroissiens qui partagent de l'info, quoi. Un intérêt partagé par les paroissiens thionvillois, car ils sont déjà 440 à s'être inscrits sur l'application. On est un monde connecté, qu'on le veuille ou non. Avec l'évolution des outils numériques, je pense que la paroisse, elle n'a pas le choix que d'innover un petit peu et de faire appel à des moyens comme ceux-là. Dans le même sens, la paroisse s'intéresse à la quête numérique. Remplacer la monnaie par la carte bancaire, mais qu'en est-il de la fracture numérique des fidèles les plus anciens ou des plus précaires qui n'ont pas accès à Internet? Le bulletin paroissial va rester, le support papier va rester. Il sera peut-être réduit en nombre et en quantité. Il y a encore une fracture générationnelle et nous, on n'est pas là pour rajouter de la fracture à la fracture. L'abbé Cam prévoit la mise en place de la quête numérique au 1er janvier 2026, s'adapter à l'évolution de la société dans un milieu où les innovations ne sont pas toujours bien vues, l'enjeu est de taille. Dans une société toujours de plus en plus numérisée, on en oublie presque l'essentiel. Les enfants adoptent les écrans de plus en plus jeunes, ce qui est un facteur important d'inattention pour eux. Exemple en Guyane, où 96% du territoire est recouvert par la forêt. Les éducateurs proposent des immersions pour mieux capter leur attention sur la nature. Reportage de Chronique du Maroni sur place en Guyane. Raoul et Naïssa, vous allez aller faire la vaisselle. Les autres, vous allez vous habiller. Il ne faudra que quelques minutes pour que ce groupe d'une dizaine d'enfants soit appris à écouter les consignes du jour. Récoltez les éléments suivants dans un temps chronométré. Une fleur, une feuille rouge. Depuis une semaine, ils vivent ici en immersion en forêt. Un séjour imaginé par une association de l'ouest de la Guyane, l'ADNG, spécialisée dans l'éducation à l'environnement. J'aime bien la forêt parce qu'il y a des animaux, il y a des graines et c'est joli. J'aime bien me promener dans la forêt déjà pour être calme. J'aime pas quelqu'un rase la forêt, parce que la forêt c'est important pour les animaux. Loin de leur quotidien, déconnectés de leur téléphone portable, les enfants vont découvrir la forêt pour mieux la comprendre et la préserver. C'est, je pense, important de se reconnecter avec son milieu naturel. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est vraiment une problématique. On connaît plus de joueurs de foot que
que d'oiseaux, on connaît plus de marques de voitures que de plantes dans son jardin. En Guyane, 96% de la surface du territoire est recouvert de forêts. Un patrimoine culturel remarquable, mais extrêmement sensible aux variations climatiques. Un univers que les jeunes Guyanais ne connaissent pas forcément très bien. On a beau être entouré de la forêt, on peut la détruire quand même. Et si on n'est pas conscient de la richesse de cette forêt, on peut y causer de grands dégâts. Donc c'est très important pour moi et pour la DNG et à l'échelle de la Guyane de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge. Après une semaine en forêt, les enfants auront non seulement rechargé les batteries avant de retrouver les bancs de l'école, ils deviendront aussi les futurs ambassadeurs pour une planète plus propre. Et puis restons sur la découverte des espèces animales. Connaissez-vous les championnats de France ornithologiques? Figurez-vous qu'il s'agit d'un rassemblement autour des plus beaux oiseaux de tous les continents. De quoi s'émerveiller devant la diversité et la beauté de nos amis à plumes. Un reportage de Télé Nantes. Certains volatiles portent la huppe, d'autres la couronne. Ce mâle violet perruche à collier a remporté le prix du plus bel oiseau de son espèce, mais aussi de sa catégorie, grande perruche perroquet. Le collier est suffisamment épais, il vient se joindre assez loin derrière, plein de choses qui sont prises en compte. Les couleurs, la présence de l'oiseau, tout reflète ce que la terre elle a de plus beau. Le champion de France fait la fierté de son éleveur. Grande surprise, première participation, je ne m'y attendais pas. On se rend compte que tout ce qu'on a fait, c'est des bons choix, qu'on a bien fait de choisir ces oiseaux-là, travailler cette génétique-là, cette couleur-là. Donc nous, c'est vraiment la récompense de notre travail. Amazona front jaune, Cacatoès rosalbin, inséparable de Fischer, diamant à gouttelettes, Touy céleste. Les noms sont aussi chamarrés que les plumages. On peut voir un bel oiseau qui est relativement rare, qui s'appelle Eclectus. Et bizarrement, le mâle est moins coloré que la femelle. Parce que chez la plupart des oiseaux, la femelle est beaucoup moins colorée que le mâle parce qu'elle a besoin de se cacher dans la végétation, notamment pour ne pas subir les assauts des prédateurs, alors qu'elle est en train de couver ses œufs. Et le mâle a besoin d'être très beau pour séduire les femelles tout simplement. L'objectif du championnat de France ornithologique est bien sûr de faire découvrir les espèces au public, mais surtout permettre la conservation des oiseaux. Ce sont des diamants de Gould. Ces petits oiseaux vivent en Australie. Malheureusement, ils sont en voie de disparition dans leur environnement naturel. Mais nous, éleveurs, nous arrivons très bien à les faire reproduire. Tant et si bien que dans quelques années, on va essayer de les réintroduire dans la nature. De quoi redonner de l'espoir et repartir gai comme un pinceau. Amateurs de rhum, restez dans ce journal. Ce reportage devrait vous faire saliver. Je vous présente Zozo, un Vosgien d'origine réunionnaise qui fabrique artisanalement son rhum arrangé. Il met un point d'honneur sur l'utilisation des techniques ancestrales pour élaborer ces précieuses bouteilles. Un portrait savoureux de Vosges TV à consommer bien sûr avec modération. Regardez. Voilà, là la bouteille, elle est scellée. La touche finale, ça fait ça. Ça, c'est la touche finale. Yo ho ho, et une bouteille de rhum. Voilà une expression qui lui sied à merveille à Donvalier, près de Mirecourt. Dans cet atelier qui pourrait servir de décor à un film de pirate, Christ élabore ses rhums arrangés. Et pas de n'importe quelle façon. À l'ancienne, comme le faisaient ses ancêtres de l'île de la Réunion. Finalement, le rhum arrangé, c'est un peu comme le bœuf bourguignon. Si vous regardez les anciens, comment ils faisaient le bourguignon, vous allez voir tout de suite la différence, quoi. Vous allez avoir un bourguignon qui va vous péter en saveur, ça va être délicieux. Et les recettes de rhum, c'est exactement pareil. Il faut regarder comment que c'était fait avant. Après, on peut donner une petite amélioration, il n'y a pas de souci. Mais il faut garder quand même la petite tradition d'avant si on veut vraiment un produit de qualité. Et c'est pour cette raison que Christ, alias Zozo, un surnom que lui ont affectueusement donné les habitants du village, utilise un rhum neutre, c'est-à-dire distillé à un haut degré pour lui ôter ses caractères de goût et de couleur. Puis il y ajoute des morceaux de fruits, achetés directement au producteur local ou importés pour les exotiques, des fruits qu'il sèche lui-même. Si vous faites sécher votre fruit, vous n'avez pas de flotte. Mais par contre, le fruit va rajouter plus de saveur. Vous n'avez que la saveur du fruit, vous n'avez pas de flotte. Et vous n'avez rien d'autre. Le gingembre, citron, piment. Ah, celui-là, il envoie du feu, celui-là. Dosage, macération, vieillissement sont aussi les étapes indispensables pour le réussir, ou la réussir. Et on parle ici de crème de rhum arrangée.
C'est beaucoup plus compliqué, c'est quelque chose qui demande à être élaboré. On part pareil sur le fruit séché, on va le laisser à peu près 24-48 heures, le temps que le rhum s'habitue au fruit. Et après, il va falloir qu'on mixe le tout avec du miel. Et après, on enterre les bouteilles. Comme un pirate enterrerait son trésor. On les enterre parce que les saisons font les choses. Et là, le miel, il va supporter les saisons. Et le miel va commencer à envelopper le fruit. Et le rhum va envelopper tout ça. Comptez moins d'une quarantaine d'euros la bouteille, à consommer évidemment avec modération. Plongeons-nous maintenant au cœur d'une formation de ventriloquie, un art très peu répandu en France qui fascine pour son dialogue entre l'humain et sa marionnette. Pour la première fois, une formation a vu le jour en Martinique. Technique vocale, jeu scénique, création d'un personnage, voici une immersion unique dans un univers où la parole se dédouble. Reportage d'ATV sur place. Apprendre à donner de la voix à son personnage, l'une des étapes de cette formation en ventriloquie. Venant du monde du spectacle, 7 participants ont suivi une semaine de stage d'initiation dans cette discipline artistique. Très heureuse que ça se passe en Martinique, parce qu'il y a très peu de ventriloques en Martinique. En fait, pour ne pas dire, il n'y en a pas. La seule ventriloque, c'était Jala. Et Jala, voilà, c'est elle qui m'a motivée à me former. Ouais. Quoi? Comment? Il est cocu. Citalès vient spécialement de Rouen pour participer à cette formation. Le ventriloque Philippe Bossard, reconnu sur la scène nationale et européenne, a également fait le déplacement en Martinique afin de former ses participants. La ventriloquie, c'est pas juste parler sans bouger les lèvres, c'est une voix qui est très organique, qui vient de loin. Ça n'est pas une voix off, parce qu'à ce moment-là, autant prendre une bande magnétique et puis enregistrer. C'est une voix in, mais elle peut être projetée aussi dans l'espace. Si on a envie de faire entendre la voix, je ne sais pas moi, d'un ancêtre. Rendre plus accessibles des disciplines rares sur notre territoire, c'est l'objectif de cet organisme de formation certifié Calliope. Proposer aux artistes martiniquais et aux Martiniquais plus généralement des formations inédites et des formations originales et de qualité surtout. Une nouvelle session d'initiation à la ventriloquie aura lieu en mai 2026. Quant aux apprentis du jour, ils pourront poursuivre leur formation avec une session de perfectionnement accompagnée par un metteur en scène. Je vous en parlais la semaine dernière, les vannes aménagées sont de plus en plus plébiscitées par les Français. Ces véhicules permettent une très grande liberté pour voyager. Je vous propose ainsi de rencontrer Anaïs et Arthur, un couple qui s'est lancé dans l'aventure de l'aménagement des vannes. Reportage au Mans de LMTV Sarthe, Alexandre Ferrer. Prendre la route en van aménagée. Cette entreprise basée à Montbiseau concrétise le rêve de baroudeur. L'origine du projet, un voyage au Canada d'Arthur et Anaïs. Au Canada, on a décidé, donc en fait Arthur était en études d'ostéopathie, moi je suis biologiste de formation, et Arthur m'a dit j'arrête les études, je veux me lancer dans les vannes aménagées. J'ai dit ok, du coup je l'ai suivi. On s'est dit bon bah quitte à prendre un risque, autant le faire loin de tout, on se dit que si ça marche là-bas, bah, ça va peut-être marcher ici plus tard. Retour à la maison en 2023 où naît le projet en Sarthe. Avec une entrée de véhicules en moyenne par semaine, c'est une affaire qui roule pour ce couple sartois. On a mis un petit peu de temps à se faire connaître, mais en même temps au début avec Arthur on n'était que tous les deux. Voilà, maintenant on est 5. On a réussi à organiser aussi toute la structure de manière à ce qu'on ait un peu chacun des postes distincts. Derrière le magasin, l'atelier, 5 véhicules en cours d'aménagement. Arthur drive l'équipe. Rome, tu voulais la faire sur toute l'entièreté? Non, juste là. Juste le carré. Sans formation mais avec passion, ces Sartois transforment de simples fourgons en véritables maisons sur roues. On est, Anaïs comme moi, très débrouillard. Et j'avoue que j'ai beaucoup appris avec Internet, YouTube, etc. L'entreprise propose aussi des aménagements d'utilitaires pour des artisans, mais 80% de l'activité concerne des véhicules de tourisme. Côté clientèle, la vie en van séduit notamment des jeunes retraités. Ils vont opter pour ce type de gabarit de véhicule plutôt que de partir sur des camping-cars. Souvent, on a aussi des gens qui ont déjà l'habitude de voyager avec des camping-cars, qui connaissent les contraintes, qui ne veulent plus y être exposés et du coup vont trouver des alternatives par le fourgon aménagé ou même le petit van aménagé. Certains véhicules sont importés du Japon. Partis d'un simple projet d'aventure, ces jeunes ont su tracer leur route.
Et puis maintenant, je vous présente Olivier qui a fait l'acquisition d'un van, mais cette fois-ci pour le transformer en Mystery Machine de Scooby-Doo. Cet Ariégeois a entièrement retapé son véhicule aux couleurs du célèbre dessin animé pour son plaisir personnel, bien sûr, et il nous fait le tour du propriétaire grâce à nos partenaires de la Dépêche du Midi sur place. Regardez. 2020, sortie de la pandémie, sortie de l'amorosité, j'ai voulu me faire un trip et j'ai fait la Mystery Machine, la voiture de Scooby-Doo. Bonjour le petit chien. Et c'est toi Scooby? Oh Scooby! C'est une fierté parce que je pensais pas y arriver. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai envie de foutre un truc et du peps et la banane à moi, aux gens et autres. Et j'ai vu ce camion et j'ai dit, oh non, ça je peux pas laisser passer ça, je vais faire un truc là, il faut que ça pète. J'aurais pu faire Ghostbusters ou autre, mais non, lui en fait il a la forme vraiment initiale de la Mystery Machine. Et j'ai dit feu, allez, je me fais mon trip et voilà comment ça s'est passé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.